l'opposition a réagi après la répression samedi d'une manifestation interdite qui a fait selon elle une trentaine de blessés. Elle réclame la démission du Premier ministre Soumelou Boubèye Maïga. Au Comores, l'opposition exige du président Azali Assoumani le rétablissement des institutions démocratiques au lendemain d'une série de manifestations dans plusieurs villes du pays contre le référendum constitutionnel. Et puis en Côte d'Ivoire, alors que la bataille pour sa succession a déjà commencé, le président Alassane Ouattara, dont le deuxième mandat s'achève en 2020, a déclaré qu'il n'excluait pas un troisième mandat. Merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur SICA. Nous sommes le dimanche 3 juin de l'an 2018. Bienvenue à tous. Au Mali, l'opposition a réagi après la répression samedi d'une manifestation interdite qui a fait, selon elle, une trentaine de blessés. Elle a réclamé la démission du Premier ministre Soumelou Boubèye Maïga. Ces heures interviennent à 2 mois de l'élection présidentielle. Voici les images. L'interdiction décrétée par le gouverneur de Bamako en vertu de l'état d'urgence toujours en vigueur n'a pas été respectée par l'opposition. La coalition pour l'alternance et le changement au Mali avait maintenu son mot d'ordre de rassemblement. En milieu de journée samedi, une source hospitalière avait fait état d'au moins 12 blessés, dont un policier. L'opposition assure qu'une trentaine de blessés ont été admis au centre hospitalier universitaire de Bamako. En effet, la police était intervenue à coups de matraque et de gaz lacrymogène à plusieurs endroits de Bamako. Le ministère de la Sécurité a justifié l'intervention des forces de l'ordre par la volonté d'empêcher tout attroupement de nature à troubler l'ordre public. Dans une démocratie, ce n'est pas une autorisation qu'on demande, mais c'est juste une information qu'on donne sur l'itinéraire et sur les objectifs de la marche. Ce que nous avons fait. Malheureusement, ces autorités n'ont pas compris que quand on accepte de faire la démocratie, quand on prend la démocratie comme mode de gouvernance, on doit accepter tout ce qui va avec. Et ce qui va avec la démocratie, c'est des droits constitutionnels comme le droit à la santé, comme le droit de manifester. Que la présidentielle à venir ne soit pas bâclée, c'est contre la fraude électorale programmée, c'est contre des élections bâclées. Et deuxièmement, c'est pour libérer la radio et la télévision publique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dans un communiqué appelé toutes les parties au calme et à la retenue et exhorté les acteurs politiques et de la société civile à privilégier le dialogue pour maintenir un environnement propice à la tenue d'élections crédibles et transparentes en juillet prochain. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a officiellement annoncé le 28 mai sa candidature à un second mandat. Dans cette course, il fera face à une quinzaine d'adversaires. Au Comores, l'opposition a exigé samedi du président Azali Assoumani le rétablissement des institutions démocratiques. C'est au lendemain d'une série de manifestations dans plusieurs villes du pays contre le référendum constitutionnel annoncé pour la fin du mois de juillet. Élu en 2016, le colonel Azali a multiplié ces derniers mois des initiatives politiques controversées. Il a suspendu la Cour constitutionnelle, assigné à résidence l'un des chefs de l'opposition, son prédécesseur Ahmed Abdallah Sambi, est décidé d'organiser le 29 juillet prochain un référendum qui lui permettrait de briguer un deuxième mandat consécutif à la tête de l'archipel. Il faut dire que ces décisions suscitent l'hostilité de plus en plus ouverte des adversaires politiques du chef de l'État. En Côte d'Ivoire, alors que la bataille pour sa succession a déjà commencé, le président Alassane Ouattara, dont le deuxième mandat s'achève en 2020, a déclaré qu'il n'excluait pas un troisième mandat. Après avoir longtemps écarté cette possibilité, le président Ouattara estime désormais que le changement de constitution de 2016 a remis tous les compteurs à zéro et que ces élections de 2010 et 2015 ne comptent pas. Les détails. La polémique enfle en Côte d'Ivoire avec la déclaration ce week-end d'Alassane Ouattara. En effet, le président ivoirien a déclaré dans un entretien à l'hebdomadaire Jeune Afrique qu'il n'excluait pas un troisième mandat. Pourtant, pendant longtemps, l'homme a écarté cette possibilité. Désormais, il estime que tous les compteurs ont été remis à zéro
par le changement de constitution de 2016 et que ces élections de 2010 et 2015 ne comptent pas. Par conséquent, Alassane Ouattara explique que la nouvelle constitution l'autorise à faire 2 mandats à partir de 2020. Mais il assure ne prendre sa décision définitive qu'à ce moment-là, en tenant compte de la situation de la Côte d'Ivoire. Selon lui, avant même ces principes, passe la stabilité et la paix. Cette interprétation de remise à zéro des compteurs, qui est souvent diffusée par ses partisans, est largement boudée par l'opposition, mais aussi par une grande partie de la communauté internationale. Certains observateurs ont une autre analyse de la situation et estiment que le président utilise la menace de se représenter pour faire taire les querelles internes nées de la guerre de succession qui a déjà commencé. La transformation en un parti unifié du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix est un serpent de mer de la politique ivoirienne depuis une dizaine d'années. Cette idée ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition au pouvoir. Un des points d'achoppement est justement l'investiture du candidat à la présidentielle de 2020. Une partie des membres du PDCI estime que cette investiture revient de droit à leur formation puisqu'ils ont soutenu celle du Rassemblement des Républicains, le parti d'Alassane Ouattara, à 2 reprises. Au Sénégal, la décision du président Macky Sall d'augmenter la bourse des étudiants est perçue dans le milieu estudiantin comme une aubaine. Cependant, l'augmentation des bourses et la diminution du prix de tickets de restaurant n'apaisent pas toujours la tension. Certains étudiants sont contents de cette initiative, mais estiment que cela ne fera pas justice à Faloussen, leur camarade décédé au cours d'une manifestation. Concernant les bourses, c'est bien beau d'augmenter les bourses, mais il faut sans doute comprendre que cela ne peut pas nous faire oublier la mort de notre cher Faloussen. Certes, c'est bon d'augmenter les bourses, mais il faut aussi savoir que nous sommes dans un contexte électoral. C'est une situation électorale qui lui impose cela. Parce que quoi que l'on puisse, cela fera partie de son bilan lors des campagnes. Il dira aux Sénégalais qu'il a gâté les étudiants, il a fait ceci, il a fait ceci. Il a pensé à améliorer les conditions de vie des étudiants. Mais il faut qu'il sache qu'il a certes fait une bonne chose, mais les restaurants là ne sont pas praticables. On aimerait également qu'il fasse de son mieux pour qu'il réhabilite ces restaurations-là, afin que l'on puisse accéder à une alimentation meilleure qui est garantie de santé. C'est une mesure que nous saluons tous en tant qu'étudiants. Parce que vous savez que l'étudiant accorde une importance donc, à la bourse. Parce que je l'avais dit l'autre jour, et ça faisait partie aussi de notre plateforme revendicative. Donc si le président vient aujourd'hui pour nous accorder quand même des privilèges qui relèvent de la bourse, je pense que nous ne pouvons que saluer cette mesure. Et au-delà de cela, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la majeure partie des étudiants, donc moi j'en ai vu, je vous donne l'exemple, j'ai vu même des étudiants qui, après avoir perçu leur bourse, envoient une partie à leur famille et l'autre partie qu'ils utilisent pour subvenir leurs besoins. Donc je pense qu'en tant qu'étudiant, si le président de la République vient quand même pour augmenter le prix des tickets et la bourse, en tant qu'étudiant, permettez-moi de vous dire que nous ne pouvons que saluer cette mesure. En bref, en République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont annoncé hier samedi l'enregistrement de 5 nouveaux cas suspects de l'épidémie de fièvre à virus Ebola qui sévit dans le nord-ouest du pays. Dans un communiqué, le ministère congolais de la Santé a précisé que 3 nouveaux cas suspects ont été enregistrés à Bikoro et 2 à Ouangata dans la province de l'Équateur où aucun nouveau décès n'a été rapporté depuis plusieurs jours. Dans son dernier bilan qui date du 31 mai dernier, le ministère comptabilise 25 décès sur 55 cas confirmés ou suspects. Il faut dire que l'épidémie d'Ebola a été déclarée le 8 mai dernier à Bikoro, situé à 100 km de Mbadanka, à 600 km de Kinshasa, à la frontière avec le Congo au Brazzaville.
Restons en République démocratique du Congo où aucun cas de fièvre Ebola n'est jusque-là confirmé à Kinshasa, la capitale. Le ministère de la Santé publique a déployé ses équipes de brigades sanitaires le long du fleuve, tout comme aux différents points d'entrée de la capitale ainsi que d'autres villes pour des contrôles. La population quinoise reste néanmoins sur ses gardes. Elle demande plus d'implication de la part des autorités de la ville. On écoute. Bon, l'épidémie d'Ebola qui est déjà à la porte, même si ce n'est pas confirmé, comme l'a affirmé le médecin directeur de notre hôpital général de Mamaemo, qui a dit qu'il n'y a aucun cas suspect ici à Kinshasa, mais ce sont déjà des rumeurs, des soupçons. Alors, ce que moi je pense, Kinshasa contient beaucoup d'habitants. Que le gouvernement provincial d'abord puisse prendre ses précautions. Premièrement, c'est assainir la ville de Kinshasa. La ville est très polluée. Partout où nous passons, il y a de la saleté. Donc que le gouvernement puisse prendre ses précautions de faire l'assainissement de la ville, de conscientiser la population. C'est presque à la porte de Kinshasa, qui est la ville capitale de la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire aux autorités provinciales, même au ministère de tutelle de notre pays, de pouvoir chercher le moyen préventif pour que cette maladie ou ces virus n'atteignent pas Kinshasa, de peur de retrouver un nombre très élevé de morts à Kinshasa. Un nouveau round de négociations entre le Maroc et l'Union européenne a été engagé en début de week-end à Rabat. Ceci pour le renouvellement de leur accord de pêche qui devra tenir compte d'une récente décision de la justice européenne relative au Sahara occidental qui reste un territoire disputé. Les images. Reprise ce vendredi à Rabat des négociations entre le Maroc et l'Union européenne pour un nouvel accord de pêche. Cet accord devra tenir compte de la récente décision de la justice européenne relative au Sahara occidental, un territoire disputé. Le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita et le directeur des affaires maritimes et de la pêche à la Commission européenne, Joao Aguia Machado, sont les principaux négociateurs. La rencontre s'est déroulée selon un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères dans une atmosphère sereine de partenariat constructif et a permis de réaliser d'importants progrès vers la finalisation des négociations en vue de parvenir à un accord équilibré, durable et mutuellement avantageux. Ce nouveau round de négociations intervient alors que l'accord de pêche Maroc-Union européenne qui permet aux navires européens d'accéder à la zone de pêche marocaine en échange d'une contribution économique annuelle de 30 millions d'euros arrive à échéance en juillet. Une première session de négociation s'était tenue fin avril à Rabat. Mi-avril à Luxembourg, les États membres de l'Union européenne avaient donné leur feu vert pour amender l'accord. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.